Bonsoir à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, nous partons pour la Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est. L'État de Tanzanie est né en 1964 de l'union du Tanganyika et de Zanzibar, peu de temps après leur indépendance respective du Royaume-Uni. Aujourd'hui, ce pays d'environ 51 millions d'habitants est majoritairement chrétien. La Tanzanie dispose d'importantes ressources énergétiques et pourrait devenir un exportateur majeur de gaz naturel dans les prochaines décennies. Il est néanmoins l'un des pays les plus pauvres de la planète. 80% de la population vit avec moins de $2 par jour. Alors l'Église de Tanzanie est jeune, l'évangélisation s'est faite avec les Spiritains à partir de 1868. Aujourd'hui, ils sont environ 50 à travers le pays. Notre invité aujourd'hui est le père spiritain Jean-Pascal Lombard qui a suivi sa formation de missionnaire en Tanzanie de 1989 à 1991. Fort de cette expérience, il a initié, il y a 3 ans, Mission Tanzanie, des projets de santé et éducatifs au service des jeunes handicapés. De retour, il y a quelques semaines de ce pays, le Père Lombard nous a rejoint. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Un grand merci d'être avec nous. Merci. Alors vous allez nous parler évidemment de ce que vous avez déployé un petit peu en Tanzanie avec des volontaires, puisque c'est une mission de volontariat. On va revenir peut-être aussi rapidement sur l'évangélisation par les Spiritains de la Tanzanie, donc votre congrégation. Oui. Voilà, comment ça s'est fait et aujourd'hui, quelles sont les zones de mission des Spiritains ? Alors ça s'est fait à partir en fait de l'île de la Réunion, puisque des chrétiens de la Réunion ont eu envie de rejoindre le pays d'où ils venaient à travers l'esclavage. Et donc ils sont arrivés d'abord à Zanzibar, et puis ensuite ils ont lié amitié avec le sultan de Zanzibar, notamment en ayant soigné la fille du sultan, qui leur a donné un terrain sur la côte à Bagamoyo. Et à partir de là, ils ont commencé à racheter des esclaves. C'était un lieu de marché aux esclaves pour constituer un village d'affranchis qui recevait une éducation, un métier et aussi un enseignement chrétien. Et à partir de là, les missionnaires partaient avec des familles chrétiennes dans l'intérieur du pays pour constituer des petites communautés au service de l'évangélisation. Voilà. Aujourd'hui, les Spiritains sont toujours à Bagamoyo où ils viennent d'ouvrir une université. Donc vous voyez un petit peu le parcours. Ils ont aussi des écoles. L'éducation est un des domaines d'engagement de la congrégation. Ils ont des paroisses. C'est surtout la partie nord du pays. Et puis ils travaillent aussi dans un camp de réfugiés à Kigoma, donc des réfugiés burundais et rwandais. Dans les années 60, ils ont commencé la première évangélisation au pays Maasai. Et c'est là, dans ce secteur-là, autour d'Arusha, que se déroule notre mission. Voilà, tout à fait. Arusha, donc, qui se trouve dans le nord du pays. On en avait parlé, nous, ici, dans une précédente édition, c'était en 2013. On avait évoqué les violences subies par les chrétiens là-bas. Qui avait été assez ponctuel, je crois, assassinat de prêtres, de laïcs. Aujourd'hui, tout ça s'est aplani, pacifié. Voilà, il y a eu, à ma connaissance, une instance en 2013, près d'une église, une attaque, qui a fait des victimes, malheureusement. Après, il n'y a plus rien eu de violent. Je crois que les communautés, de par la culture tanzanienne, sont paisibles, pacifiques. Les gens ne souhaitent pas faire monter la spirale de la violence, au contraire. Il y a une bonne cohabitation entre chrétiens, musulmans et gens de religion traditionnelle. Alors, vous êtes parti donc plusieurs semaines cet été dans cette région d'Arusha. Peut-être une première impression de retour de ce voyage. Qu'est-ce qui vous a marqué cet été ? Alors cet été, ce qui était marquant, c'était d'une part la sécheresse. Dans la savane, les gens ont souffert de la sécheresse. Aujourd'hui, ça va mieux. Il y a eu des pluies, il y a eu des bonnes récoltes, mais les gens ont souffert plus que d'habitude. Il faut savoir que les Maasai, à peu près 6 mois par an, ils ont faim. Peut-être une deuxième chose qui m'a frappé, c'est la qualité des personnes que nous avons rencontrées dans leur engagement au service du handicap.
on avait une équipe de professionnels notamment, et on était impressionnés par la qualité du travail, les compétences déployées avec des moyens assez limités. Voilà. Et puis, sinon, la joie de retrouver des gens que je connais et que j'apprécie beaucoup. Alors, vous allez nous parler de la Tanzanie. Je le disais, vous y avez fait un peu vos premières armes de spiritain. Oui. Vous avez suivi un stage, une formation là-bas pendant 2 ans. C'est la raison pour laquelle vous avez initié ce projet là-bas ? Oui, en partie, puisque dans le cadre de mon stage, c'était un stage avec la délégation catholique pour la coopération, qui aussi validait ma formation missionnaire. J'ai appris la langue swahili. Donc ça a créé un lien. Et puis, j'ai commencé l'évangélisation dans un secteur du pays Maasai avec un catéchiste. Parlez-nous justement un petit peu de ces Maasai. On les voit, on a ces belles images d'eux, ces tenues colorées, voilà, ces grandes personnes, de grande taille, très, très allongées. On ne sait pas bien qui sont-ils. Est-ce qu'ils sont majoritairement chrétiens dans cette région-là ? Voilà, dites-nous un peu. Alors les Maasai viennent de la vallée du Nil, du Haut-Nil. Ils ont migré il y a à peu près 150-200 ans. Ils habitent un territoire à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Ils sont très attachés à leur tradition. Ils ont un système patriarcal, de classe d'âge. On parle beaucoup des guerriers Maasai, puisque le jeune garçon entre, disons, 15 ans et 25 ans est chargé de protéger le bétail contre les voleurs et contre les bêtes sauvages. Voilà. Et donc c'est un peuple qui est très attaché à ses traditions, qui a, du coup, ça a beaucoup de... on voit la tradition vivante aujourd'hui, et en même temps qui, par cet attachement, s'est un petit peu éloigné d'un courant de développement des autres ethnies. Ce qui fait qu'il y a d'une part une certaine distance entre les Maasai et les autres ethnies. Il y en a environ 130 dans le pays ? 130 ethnies, oui, voilà, en Tanzanie. C'est ça. Ouais. Et puis, d'autre part, un certain retard au niveau éducation, santé, habitat, services sociaux, infrastructures, etc. Vivant dans des zones complètement rurales, isolées. Ouais. D'accord. Et côté religion, ils sont chrétiens. Alors, essentiellement les Maasai, je ne sais pas la proportion, mais un grand nombre d'entre eux sont devenus chrétiens dans les 40 dernières années. Moi, je comprends cela, d'une part parce que ils ont accueilli la bonne nouvelle, ça c'est le secret des cœurs, et en même temps, c'était une ethnie qui était sans doute à la recherche d'un pont entre leur histoire, leur identité et la communauté nationale. Et ils ont vu dans l'Église catholique une communauté qui les accueillait et qui les laissait être Maasai. Et donc qui leur permettait de rentrer dans une communauté plus large. Et je trouve que ça, c'est tout à fait l'Évangile aussi. On voit justement d'ailleurs des images de psaumes et de chants. Donc on célèbre en langue swahili, qui est la langue de tout le monde en Tanzanie, mais on chante aussi très volontiers des chants Maasai. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est encore une langue spécifique, c'est pas le swahili, c'est la langue Maasai que vous connaissez. Quelques mots. Dites-moi, on en vient à cette mission que vous avez déployée, que vous déployez, qui est essentiellement axée sur le handicap. D'abord, pourquoi ? Et puis aussi, quel regard est-ce que dans ce pays on porte sur le handicap ? Alors, donc nous avons commencé ce groupe en 2013. Qui prend la suite en fait d'un parcours. Moi, j'emmenais des étudiants taïwanais quand j'étais missionnaire à Taïwan. Oui, parce que je n'avais pas précisé que vous avez passé 15 ans. Hein. Voilà. Oui. À partir de 2008 jusqu'à 2013, chaque année, j'emmenais des groupes en Tanzanie. Donc, c'était une très belle expérience que j'ai eu envie de renouveler en France. Et je me suis demandé dans quel créneau est-ce qu'on va s'engager, puisque les Taïwanais, c'est éducation, notamment informatique, et puis santé maternelle et infantile. Et je me suis trouvé avec une équipe où j'avais un kiné, un infirmier, une éduc-spé, une assistante sociale. On s'est dit, et si on regardait du côté du handicap, avec ces compétences-là,
commençons par une enquête de terrain. Donc c'est comme ça que ça a débuté, pour essayer d'une part de lier des contacts avec les personnes sur place, et puis de nous rendre compte de la situation pour proposer une mission à l'équipe d'après. Justement, qu'est-ce que vous avez observé par rapport à ce pays et la situation du handicap dans cette région du Nord, hein? Oui, le Nord. Alors la première chose, c'est la perception du handicap reste problématique, dans le sens où les compréhensions traditionnelles des causes du handicap demeurent en partie, à savoir une malédiction ou une faute de la part des parents. Ce qui conduit soit à cacher l'enfant, soit, dans le cas des Maasai, traditionnellement, du fait des migrations, à éliminer les personnes handicapées qui n'étaient pas en mesure de porter des fardeaux ou de se déplacer toutes seules. Et donc les handicapés étaient éliminés à la naissance. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, mais la situation, d'une part, il y a tout un effort de prise en charge, prise en compte et d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans aussi bien la scolarité que la santé. Mais d'autre part, notamment le pays Maasai, qui est très isolé, est éloigné de ces structures de santé et d'éducation. Il n'y a pas accès. Et donc là, il y a un décalage. Et on s'est dit, peut-être que là, on pourrait avoir une contribution assez concrète. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place et développer, avec aussi, évidemment, l'aide des collaborateurs sur place? Voilà. Notre objectif étant un groupe qui reste un séjour très court, c'est de permettre à ceux qui sont déjà engagés sur place dans l'accompagnement des personnes handicapées de bien fonctionner, de les appuyer, de les encourager dans leur travail. Les écoles, les écoles. Il y a par exemple dans le diocèse d'Arusha un centre qui a été mis en place il y a une trentaine d'années pour l'accueil et l'accompagnement des enfants en situation de handicap, en les orientant parfois d'abord vers une chirurgie, puis en les accueillant pour la rééducation et en même temps un temps de scolarisation, avec un accompagnement des parents. Ça, c'est un des éléments qui nous a beaucoup frappés, la prise en compte des familles dans l'accompagnement des enfants handicapés, pour que, d'une part, la famille ne se défausse pas de l'enfant sur l'institution, mais qu'il garde, c'est leur enfant, et donc qu'ils continuent à assumer leurs responsabilités, en même temps de les appuyer et de les former pour assumer cette responsabilité qui est souvent quand même très lourde. Donc notre objectif aussi, c'est de bien soutenir ces familles qui ont un enfant handicapé pour qu'elles soient en mesure, avec l'appui de la communauté, d'accueillir et d'accompagner cet enfant. Et cet accompagnement, progressivement, aussi par les écoles, par différents lieux, structures d'accueil, ça se met en place? Vous voyez des évolutions? Oui, alors nous avons visité un certain nombre de structures qui accueillent précisément ces enfants et les accueillent en commençant par rejoindre les différents villages où habitent les gens, en ayant des cliniques pour identifier et examiner les personnes en situation de handicap et orienter celles qui peuvent bénéficier d'un accompagnement. D'accord. Il y a des structures pour le handicap physique et des structures pour le handicap mental. Et on est assez admiratif de ce qu'ils font. Vraiment, on trouve que c'est du beau travail. Et alors vous, dans cette démarche-là, vous avez eu aussi, avec votre équipe, à faire des consultations. Voilà. On a commencé l'année dernière, on s'est dit, on est allé voir le dispensaire qui est l'organe principal en charge des questions de santé, et on leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Ils nous ont dit, il y a une des choses dont on a besoin, c'est de savoir où sont les personnes handicapées. Donc on a conduit un recensement de ces personnes handicapées. L'année dernière, on a recueilli 250 noms sur un secteur assez large. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir un médecin tanzanien qui est pédiatre, qui a accepté d'accompagner notre mission, qui est un ami des Spiritains. Donc nous avons conduit des visites médicales dans des secteurs éloignés du dispensaire, disons entre 6 et 8 heures de marche. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport. Donc si on a un véhicule adapté, en 2 heures de route,
on peut faire ces 20 km ou 30 km pour aller rejoindre ces communautés et conduire une clinique. On en voit justement des images derrière nous de consultations chez des Maasai. Donc évidemment, il y a ce défi d'accès. Oui, ça c'est très impressionnant pour les volontaires qui arrivent la première fois. En une semaine, on est passé de la région parisienne à la plaine Maasai avec la poussière, le vent, le désert, et puis des gens qui vivent dans des conditions quand même très très sommaires, précaires, et qui nous accueillent d'une façon extraordinaire. Donc ça, c'est une belle expérience. Parmi les jeunes handicapés, il y a beaucoup, on en verra dans nos images aussi, des jeunes albinos. Oui. Pourquoi Et voilà, quel regard est porté sur les albinos? Il y a quelque chose de particulier autour des albinos? Alors, il y a quelque chose de particulier en Afrique de l'Est, en tout cas, que je connais. C'est dans certains secteurs de la Tanzanie, certaines personnes, il faut être attentif à ne pas généraliser, croient que le corps de l'albinos est porteur de pouvoirs extraordinaires. Pouvoir magique. Pouvoir magique. Et donc, si on a besoin d'obtenir, par exemple, un résultat à l'élection ou de faire marcher une entreprise commerciale avec des rituels et une partie d'un corps d'un albinos, les gens imaginent qu'ils vont arriver à leur fin. Ce qui conduit à des mutilations sur les enfants albinos en particulier, et parfois des meurtres. Alors l'État tanzanien lutte très fortement contre ça. La plupart des gens de Tanzanie sont aussi révoltés contre ces pratiques, mais ça existe et donc il faut protéger les enfants albinos. Ça, c'est la sauvegarde. Et puis il y a les questions de santé. L'albinisme, alors il y a une prévalence plus importante effectivement en Tanzanie que dans d'autres pays. On ne sait pas bien pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et donc l'albinisme, c'est une sensibilité au soleil, c'est des problèmes de peau, c'est des problèmes de vision qui demandent des soins particuliers. D'accord. Comment est-ce que vous travaillez avec l'Église, avec les communautés chrétiennes sur place? Parce que ça se fait avec eux. Voilà. Alors ce travail, effectivement, est permis par le lien d'amitié et d'estime que les gens ont pour nous, puisqu'on vient sous couvert de la congrégation du Saint-Esprit, qui est, une des, comme on le disait au début, le fondateur de l'Église en Tanzanie, et puis qui est très engagé, comme on le disait aussi, la santé, l'éducation, les paroisses, etc. Donc les gens savent qu'on ne vient pas d'abord en touriste, mais qu'on s'inscrit dans un charisme de service et de respect des personnes. Ensuite, on travaille donc avec les confrères spiritains, mais aussi toutes les personnes que nous rencontrons engagées dans l'Église. Un des partenaires privilégiés que nous avons en Pays Maasai, c'est un catéchiste qui travaille depuis presque 20 ans dans ce secteur, qui est le secteur où moi j'ai commencé l'évangélisation sous un arbre avec un autre catéchiste. Donc c'est aussi quelque chose de très affectif pour moi, de revenir dans ce lieu et de découvrir une communauté chrétienne florissante. Et les gens me témoignent aussi cette amitié et m'ouvrent très facilement leurs portes. Cette confiance. Vous le disiez, ces jeunes volontaires qui arrivent de Paris et qui se retrouvent tout d'un coup dans des zones complètement isolées, la poussière, la route, la pauvreté aussi. Voilà. Comment ça réagit? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes volontaires? C'est un choc? Oui, donc les volontaires, le groupe d'âge vise, c'est plutôt 20-40 ans. Parfois, il y en a des plus âgés, mais c'est plutôt ce groupe-là. C'est souvent leur première expérience en Afrique. Le fait de le vivre en groupe permet de partager le ressenti. Et on a un exercice qu'on fait tous les soirs, qui est le partage du ressenti, justement, où chacun partage un événement significatif de sa journée, comment il l'a vécu, les questions que ça lui pose, voilà. Du coup, chacun, dans un groupe de 10 volontaires, a 10 regards sur une situation. Et ça permet de relativiser un certain nombre de choses et aussi de verbaliser les ressentis.
En général, c'est quand même une belle expérience. Les volontaires sont assez enthousiastes par cette expérience. Je crois que c'est quand même une occasion un peu unique de rentrer dans une culture par la porte de l'amitié et de l'accueil, donc de ne pas rester en extérieur, en spectateur, et puis aussi de percevoir les ressorts de collaboration, puisque notre but, c'est de collaborer avec les gens, de les mettre en capacité, comme on dit en français. Et pour cela, il faut signifier de l'estime, du respect, de la patience, et marcher au rythme des gens. Hein. Il y a aussi ce lien avec les enfants qui se crée au fil des jours, des semaines, j'imagine, parce que les jeunes volontaires sont aussi avec eux pour des ateliers, pour les faire jouer. Alors ça doit être une expérience riche aussi. On a eu une discussion très intéressante à ce sujet-là, puisqu'on arrivait dans cette école Saint-François qui a que 300 enfants pauvres, dont un certain nombre d'handicapés, pour une dizaine de jours. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose à laquelle j'ai invité les volontaires, c'est en fait de ne pas faire grand-chose, de laisser les enfants nous accueillir et de leur donner l'occasion de nous accueillir. Finalement, donner l'occasion à une personne de donner le meilleur de lui-même, c'est déjà un beau cadeau. Ensuite, on a réfléchi sur comment aider parmi ces enfants ceux qui sont porteurs de handicap. Et on a fait des examens. Et on a fait des recommandations pour qu'ils puissent soit être pris en charge du point de vue chirurgical, soit du point de vue de rééducation ou d'accompagnement pour un handicap mental. Et on souhaiterait aussi qu'il y ait une meilleure prise en charge des albinos. On va chercher un ophtalmo notamment pour faire des visites et prescrire des lunettes, puisqu'on pense que ça c'est un des besoins qu'on pourrait soutenir dans cette école. D'accord, ce serait un médecin local. Alors, si on peut trouver un médecin local, on s'appuiera sur un médecin local. Si on ne peut pas, on essaiera de voir avec le ministère de la Santé si un médecin français peut faire une courte visite, faire les examens et prescrire les lunettes. Qu'est-ce que vous souhaitez développer ? Chaque projet est assez autonome, hein, mais voilà, il y a quand même maintenant quelque chose qui se met en place progressivement. Pour vous, c'est quoi le souhait, le rêve pour la suite ? Alors moi, j'aime bien dire que l'objectif, c'est de devenir inutile, c'est-à-dire de permettre aux gens du lieu de se prendre en charge. Quand on aura avancé, c'est déjà le cas en grande partie, notre but, c'est de les accompagner et de leur donner accès aussi à certaines ressources auxquelles ils n'auraient pas forcément accès. Donc voilà. C'est ensuite de créer des liens d'amitié, de collaboration avec les différentes institutions sur place. Et puis aussi, pour moi, c'est de permettre à des jeunes Français de découvrir qu'on peut rentrer en collaboration, en amitié, et se mettre au service des plus pauvres à travers des personnes de différentes cultures et de différentes religions. Un des éléments de notre groupe ces 2 dernières années, que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'année dernière, il y avait une jeune musulmane. Cette année, il y avait un jeune musulman qui était dans le groupe, qui partageait toute notre vie, et qui était là devant les personnes en Tanzanie pour lesquelles c'est moins évident de vivre au quotidien avec des gens de différentes religions. Et donc ça, simplement de le faire, de le vivre, sans proclamer rien de particulier, pour moi, c'est aussi un témoignage d'amitié, de rencontre et de collaboration interculturelle. Et pour vous aussi, Père, les défis pour améliorer peut-être ce regard aussi sur les jeunes handicapés. Il y a aussi tout un travail d'éducation, j'imagine. J'imagine que l'Église y contribue à ce travail-là aussi, auprès des familles. Oui. Par exemple, cette année, nous avons essayé de travailler avec une école secondaire donc, qui est gérée par la même congrégation qui gère l'école Saint-François où il y a les enfants handicapés. Ces élèves de l'école secondaire viennent plutôt de milieux aisés. Nous avons invité une trentaine d'élèves à venir conduire une activité dans l'école primaire. À la fin, après cette activité, nous sommes retournés dans l'école secondaire. On a essayé de faire un bilan. C'était assez impressionnant, d'une part, le désir qu'ils avaient de continuer à, en quelque sorte, parrainer ou accompagner ou visiter les enfants. Et puis, cette ouverture, pour eux aussi, ils nous disaient, l'école, elle est à 30 km de chez nous, mais c'est un autre monde. Donc, ils découvrent ce monde-là. Et donc, je trouve que ça aussi, c'est le travail de l'Église, c'est de permettre aux communautés qui sont proches, mais qui ne se connaissent pas forcément, de créer des liens, de se rencontrer et de rentrer en solidarité.
Alors, Père, montrez-nous, on vous a offert des cadeaux sur place, Voilà. signe de cette amitié. Alors, je voudrais d'abord Avec les Tanzaniens. vous montrer cette croix donc, qui a été réalisée par la femme de Saïboulou, le catéchiste. Oui. C'est donc le signe d'un engagement dans la communauté chrétienne. Là-bas, auprès des Maasai, ce que nous avons essayé de leur dire aussi, c'est que être chrétien, c'est aussi mettre les plus petits au milieu de la communauté et les prendre en charge ensemble. Et ça, je crois que ce message-là est en train de passer et qu'il les touche beaucoup. Voilà. Donc le lien avec la communauté chrétienne, qui est notre premier canal de rencontre. Mais aussi, ce bâton qui représente un bâton de chef traditionnel, qui est un petit peu le signe de la relation avec la société civile et la société traditionnelle, que nous réalisons notamment à travers l'accompagnement d'une école primaire de ce village, qui est une école plutôt nouvelle et plutôt pauvre. Les familles des enfants n'ont pas du tout les moyens de financer l'école. Donc, en fait, avec les volontaires taïwanais qui continuent à venir dans ce village et les volontaires français, nous avons réussi à installer l'électricité, à construire quelques salles de classe et l'année dernière à installer des bureaux aussi, puisque les élèves étudiaient par terre quasiment. Et puis l'année dernière à construire des sanitaires. Et l'an prochain, donc, ce serait plutôt des lavabos. Voilà. Vous avez eu droit au bâton du chef. Et donc chef. le bâton signifie un petit peu cette amitié entre nous et l'école. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Père Lombard, pour votre beau témoignage sur Mission Tanzanie. J'en profite pour vous remercier également pour vos images, parce que c'est vous qui les avez tournées. Et également merci au Père Calvin, un autre Père spiritain qui était avec vous. Et donc voilà, on peut soutenir votre action en vous envoyant un chèque par courrier à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Opération Amos Tanzanie, 30 rue Laumont, dans le 5e arrondissement à Paris, chèque à établir à votre nom. Non, pas à mon nom. Pas à votre nom. À Mission Tanzanie. À Mission Tanzanie. Voilà. Voilà. Donc, et cette émission est à revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. À la semaine prochaine.